Nous allons donner la parole à Olivier Jardet d'Amiens sur l'innovation des prises en charge transversales en ambulatoire en chirurgie orthopédique au CHU d'Amiens. Vous nous entendez? Très bien, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Alors, je vais mettre mon diaporama, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel et mes chers collègues, de vous présenter cette communication qui est tout à fait, je dirais, synchrone avec la précédente d'il y a 15 jours des anesthésistes. C'est-à-dire que c'est toute cette innovation des prises en charge chirurgicales transversales en ambulatoire, et là, c'est appliqué en chirurgie orthopédique, et vous allez voir que nous avons un raisonnement similaire, parallèle, avec des résultats tout à fait convergents et qui montrent qu'il est absolument nécessaire d'avoir une équipe médicale au service des patients. C'est vrai qu'actuellement, on a une évolution des prises en charge hospitalières de façon radicale, puisque l'hospitalisation complète qui était la règle il y a encore très peu de temps, on rentrait la veille, on sortait pratiquement quand on était cicatrisé, a complètement volé en éclats de façon relativement récente, même si il y avait eu il y a quelques années des tentatives de pousser l'ambulatoire au maximum. Et je vais vous dire franchement, il y a pratiquement 25 ans, j'avais rencontré un chirurgien à la clinique Henri Dunant à Paris, qui faisait que de la chirurgie de l'avant-pied et qui n'avait pas de lit, parce qu'il y avait aussi ce problème-là pour certains chirurgiens qui étaient souvent limités au niveau des lits d'hospitalisation et qui avaient fait complètement de l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'il faisait même ses blocs lui-même, et ça m'avait impressionné. J'avais voulu le faire à mon retour à Amiens, et alors là, mon patron, qui était Pierre Villès à cette époque-là, m'avait complètement dissuadé, ainsi que les anesthésistes. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un refus des prises en charge courtes qui était la règle de l'époque. Et donc, c'est une mutation qui est profonde au niveau de l'organisation des services, de nos services, avec ces durées courtes, tout en insistant sur la qualité de vie et la sécurité des soins qui doivent prédominer dans tous nos actes chirurgicaux et médicaux. Et donc, c'est une procédure innovante, mais quand on a une procédure innovante, et on est tous pareils, il faut l'évaluer. Et donc, on a pris une série de 15 mois, et on a envoyé un questionnaire a posteriori pour savoir comment les patients avaient vécu ce type d'intervention chirurgicale et de prise en charge, et s'ils étaient à la fois d'accord pour recommencer et s'ils le recommandaient. Parce que, si vous voulez, je me méfie toujours du voisin de la voisine qui peut faire basculer complètement une rue dans une thérapeutique ou dans une autre. Et donc, il faut insister sur le fait que cette approche ambulatoire est multidisciplinaire, mais c'est pas multidisciplinaire médical, paramédical, c'est-à-dire qu'il y a également une prise en charge administrative qui doit suivre, et c'est un véritable chemin clinique qui doit s'instaurer. Et il y a bien entendu 3 périodes, mais ça, vous allez me dire que vous le saviez. Il y a cette période préopératoire qui est majeure parce que il faut expliquer, il faut dédramatiser et il faut anticiper. Et puis il y a la période, bien sûr, chirurgicale, et puis cette période de sortie, vous allez voir que la période de sortie nous offre des perspectives intéressantes pour des malades que, a priori, on n'aurait pas imaginé au début. Alors, quand il y a un geste chirurgical, il y a une douleur aiguë. Donc, il va falloir lutter contre cette douleur aiguë post-opératoire et permettre à la fois une reprise de la mobilisation, et c'est l'orthopédiste qui vous parle, mais également une reprise de la nutrition, parce que après un geste chirurgical, on est parfois nauséeux, on est parfois envie de vomir, et ça empêche toute reprise et toute sortie rapide. Et donc, il y a une formation des équipes, et encore une fois, il faut bien insister sur le terme équipe, une formation des équipes pour arriver à ce type d'action. Alors, c'est une série rétrospective, c'est un peu plus de 1800 patients sur 15 mois. Donc, ça s'est terminé il y a à peu près 1 an, mais on a envoyé le questionnaire d'évaluation a posteriori
parce que, si vous voulez, c'est toujours très intéressant de voir comment les gens, dans leur subconscient, l'ont intégré a posteriori et pour savoir ce que l'on doit améliorer. Encore une fois, c'est l'évaluation. Donc la durée de séjour est très brève parce que la majorité des cas n'a sorti à lieu le soir même. Et donc, ça, c'est simplement pour vous rappeler qu'on est essentiellement un service de membres inférieurs. Le percutané est important, mais il représente un tiers, ce qui est habituel, et la chirurgie ligamentaire n'est que de 10% dans le service. Ce qui est plus intéressant sur ces 1800 patients, c'est qu'on a eu 16 patients porteurs de maladie d'Alzheimer, et donc c'est une pathologie particulière, c'est des gestes chirurgicaux qui sont un peu différents. Et donc l'évaluation des maladies d'Alzheimer est très intéressante et source de beaucoup d'enseignements également sur les patients cognitifs. Et puis on est en chirurgie orthopédique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des patients de plus de 80 ans? Est-ce qu'on les introduit dans ces systèmes très courts d'hospitalisation? Et on verra que c'est assez positif à ce niveau-là, si, bien entendu, on l'intègre complètement dans le préopératoire et le post-opératoire, c'est-à-dire que l'EHPAD, le gériatre, doit être complètement inclus dans ce schéma chirurgical. Et donc, vous voyez que c'est vraiment pluridisciplinaire, mais je dirais c'est pluridisciplinaire dans le niveau d'hospitalisation, mais également à la sortie et à l'entrée. Et donc, c'est vraiment une équipe, et quand ça marche, c'est sûr, mais vous verrez qu'il y a deux points qu'il faut qu'on améliore. Alors, c'est ce qu'on appelle le RAC, le programme de réhabilitation améliorée après chirurgie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 niveaux. Il y a le préopératoire. Et le préopératoire, c'est l'explication. C'est l'explication et faire que le patient devienne l'acteur de son geste chirurgical. C'est-à-dire que il va avoir un bracelet dans lequel il va mettre son nom, il va mettre le niveau de l'intervention, si c'est une épaule, si c'est un genou, si c'est une cheville, le côté, c'est-à-dire que c'est lui qui va être responsable de son côté, donc il va faire très attention, et puis il va y avoir un passeport qui va lui permettre de donner les différentes stations de cette prise préopératoire et post-opératoire. Alors ça, c'est le chirurgien qui explique, et je crois que c'est très important que le chirurgien explique, et je me souviendrai toujours, quand j'étais externe d'un de mes patrons, et quand un patient lui avait demandé, mais monsieur le professeur, très respectueusement, qu'est-ce que vous allez nous faire? Il lui avait simplement répondu, je vais vous guérir. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui existait autrefois, qu'on a tous entendu, et qui maintenant, on explique qu'on donne beaucoup plus. Et d'ailleurs, les patients qu'on va opérer sont excessivement demandeurs de savoir, et c'est tout à fait normal, ce qui va en être, comment ils vont pouvoir reprendre la nuit, quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le travail ou des activités physiques. 2 jours avant l'intervention, c'est la préadmission, et donc là, il y a l'anesthésiste qui explique le type d'anesthésie, qui est souvent des blocs, mais qui n'est pas que des blocs. Et puis, il y a le rôle de l'infirmière qui est très important, parce que souvent, les gens parlent beaucoup plus facilement avec l'infirmière, donc les risques, les besoins, et surtout, d'envisager la sortie. C'est-à-dire, comment ça va se passer à la sortie, qu'est-ce qu'ils auront besoin, est-ce qu'ils auront besoin de canne anglaise, est-ce qu'ils auront besoin d'un fauteuil roulant, et la remise d'ordonnance. C'est-à-dire que quand ils vont rentrer à leur domicile, ils auront déjà la prescription de sortie, ils n'auront pas besoin d'aller à 20h à la pharmacie de garde, qui sera bien entendu fermée dans leur village, et qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Et donc, vous voyez que c'est toute cette anticipation qui est intéressante, avec à la veille de l'opération, un appel de l'infirmière qui précisera l'horaire d'admission, parce qu'on ne fait pas rentrer tout le monde à 7h, il y a 7h, 7h15 de façon à espacer et réduire le temps d'attente qui est excessivement anxiogène avant le geste chirurgical. Donc ça, c'était le préopératoire. On passe le jour de l'intervention, donc on a réussi à convaincre notre administration, c'est pas toujours simple, qu'il fallait faire un salon douillet et confortable et avenant. Et donc, le confort est quelque chose d'important. Et donc, le patient est avec son passeport, comme vous voyez, avec les différentes stations qui est avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention.
qui est tout à fait important. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce fameux bracelet. Vous voyez que le patient a écrit avec sa plus belle écriture lui-même le côté qu'il doit être opéré et le niveau de l'intervention. C'est-à-dire qu'en réalité, on va occuper les patients. Et c'est le pire, c'était quand même quand on rentrait la veille, qu'on nous mettait à jeun, qu'on vous transportait par le brancardier. C'était, faut bien dire, assez anxiogène, tandis que là, vous êtes occupé. Et avec l'esprit occupé, ça va beaucoup plus vite et ça supprime cette anxiété naturelle du patient qui va se faire opérer. Alors vous voyez, maintenant on n'a plus dans les couloirs Amiens des brancards, on en a encore quelques-uns, mais il y a aussi ces patients qui se baladent, c'est presque une balade, avec leur petit sac orange. Et qu'est-ce qu'il y a dans les sacs orange? C'est la question qu'on peut se poser, qu'on a posée. Et bien c'est à peu près toujours pareil, c'est les lunettes et c'est le smartphone, parce qu'on veut aussi avoir un contact avec sa famille éventuellement à la dernière minute. Je vois que le professeur Mal a du mal à m'entendre, non? Vous m'entendez, monsieur Même? Non? Je ne sais pas. Alors, pour ce qui est du post-opératoire, l'analgésie est bien sûr tout à fait importante, parce qu'il faut lutter contre cette douleur aiguë qui bloque toute éventuelle sortie. Il y a aussi une reprise de l'alimentation de façon précoce et l'élimination de la nausée, et puis la reprise de la mobilisation, parce que effectivement, si vous êtes dans une impotence complète, la sortie prématurée et rapide le soir ne sera pas possible, et il y aura une injonction de SMS à J1, J3 et J5, ce qui est tout à fait important, c'est-à-dire que le patient ne se sent pas abandonné. Il a un appel téléphonique le lendemain, mais également des SMS auxquels il pourra répondre et qui seront lus. C'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement des SMS envoyés on ne sait zéro. Alors, on a fait ça pendant plus d'1 an et on a évalué quelle était la pertinence de cette prise en charge qui commence par le J0, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'hospitalisation à la veille, on a un maximum de sorties le soir même, y compris dans les prothèses de hanches et de genoux. Et donc, on a un taux de réponse qui est très intéressant, puisque vous voyez qu'on est à 92% de taux de réponse, donc on peut tirer des conclusions, on est à un Ki2 particulièrement positif. Alors, je vais vous dire franchement, nous sommes quand même tous français, et donc le refus de certaines choses est habituel. Je dirais que quand on a une insatisfaction inférieure à 5%, est-ce qu'il faut vraiment le prendre en considération? Parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas contents. Parfois, c'est toujours les mêmes. Donc, insatisfait de leur accueil, 17, bon, c'est vraiment très faible, c'est 1%. Pour se rendre au bloc, insatisfait. Donc, vous voyez, ces questions-là, quand on était à 34 patients qui n'étaient pas contents de ce type de prise en charge, on y attache assez peu d'importance. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est l'accueil de l'arrivée dans le service a été toujours, bon, Amiens n'est pas une dictature, mais a toujours été, à 100% des cas, il n'y a eu aucune récrimination à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant, mais c'est peut-être même un petit peu exagéré. Alors, là, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le délai d'attente entre l'arrivée dans le service et l'arrivée au bloc opératoire. On a 128 cas. Là, on arrive pratiquement à 7-8% de gens qui sont insatisfaits, et donc il faut le prendre en charge, il faut le prendre en compte, et il faudra très très certainement l'améliorer, parce que c'est quelque chose qui est ressenti comme tel, et donc qui est intéressant à revisiter dans notre prise en charge. Les zones d'attente au bloc opératoire, les différentes attentes, bon, c'est autre chose, mais entre l'arrivée dans le service et le bloc opératoire, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et puis là, il y a quelque chose où on est passé à côté, je vais vous dire franchement, c'est le petit salon d'accueil.
Alors, le petit salon d'accueil, c'est sympathique, les gens peuvent discuter, tout ça, mais alors, c'est vrai que la confidentialité et le secret médical a, je ne veux pas dire disparu, mais vous savez qui est-ce qui est en face de vous, parce qu'en plus, Amiens, c'est pas une grande ville, vous savez de quoi il va être opéré, vous savez beaucoup de choses, et est-ce qu'il faut transformer ce salon d'accueil en le boxant de façon à améliorer la confidentialité et le secret médical? Sûrement qu'il y a quelque chose à faire, parce que le taux, là on est pratiquement à 10% de gens qui l'ont mal perçu ou qui le disent, donc c'est tout à fait intéressant de le revoir et d'améliorer cette prise en charge dans les salons d'accueil. Alors, quand on regarde l'indice de satisfaction, là, c'est tout à fait remarquable et je dirais c'est excessivement encourageant parce que on est à 95% de satisfaits. Bon, ça, mais ce que j'atteins encore plus d'importance, c'est qu'il y en a 94% qui le recommanderont. C'est-à-dire que non seulement ils seraient prêts à le refaire, mais ils vont le recommander à des êtres chers ou à des voisins. Et donc, c'est peut-être la meilleure publicité, c'est cet indice de satisfaction de recommandation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de nos cas particuliers, et là, c'est très intéressant, la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, c'est quelque chose qui augmente. On a remarqué que le maladie d'Alzheimer, si vous voulez, la problématique, c'est cette désorientation quand on change de lieu. Et l'hôpital est un moyen de désorientation majeur pour le patient porteur d'une maladie d'Alzheimer. Et donc, le fait de cette hospitalisation excessivement brève, du fait de l'importance de l'entourage et du traçage, fait que les patients sont beaucoup moins désorientés et subissent de façon beaucoup plus facile le geste chirurgical. La même chose pour les patients porteurs de troubles cognitifs avec l'organisation, avec les éducateurs spécialisés. Enfin, pour ce qui est des patients de plus de 80 ans, là aussi, on a eu des surprises agréables dans la mesure où le patient est excessivement bien tracé avec l'EHPAD, avec les gériatres, et donc c'est quelque chose qui est particulièrement prometteur au niveau de nos personnes âgées en chirurgie orthopédique. On sait que nous sommes les chirurgiens à la fois de la mobilité, mais également de l'arthrose. Et donc l'arthrose, c'est quand même chez les patients âgés. Et donc on peut le recommander, le J0 et cette chirurgie de plus en plus ambulatoire pour les patients de plus de 80 ans. Alors, comme je vous l'ai dit, cette prise en charge est totalement multidisciplinaire. Il faut vraiment bien insister là-dessus, y compris au niveau administratif. C'est-à-dire que quand le patient arrive tôt, il faut que l'administration soit là pour faire l'enregistrer, parce que sinon, s'il y a un des intervenants qui lâche, et ceux qui sont à l'extérieur, c'est tout le système qui va s'effondrer. Donc il faut protocoliser, il faut coordonner, il faut avoir une coordination multidisciplinaire du type d'intervention et de la catégorie du patient, bien entendu. Quand on a une maladie d'Alzheimer, ce ne sera pas pareil qu'un autre patient. Alors, il y a eu des modifications profondes dans la structure du service. Nous avons, c'est un gros service, on a 4 ailes, hein, donc il y a une aile de septique pour nous, c'est en dehors. On a une aile de traumatologie, c'est également complètement en dehors. Et puis une aile, je dirais, plus classique, et puis une aile complètement d'ambulatoire. Ce type d'hospitalisation a donné une baisse notable des effectifs non médicaux le week-end, et ce qui nous a permis de transformer des postes en équivalent d'infirmière RAC, et surtout, on a transformé un poste d'aide-soignante en un poste d'aide à la marche. Parce que, encore une fois, je vous ai dit, il faut, en post-opératoire, lutter contre la douleur aiguë, il faut une reprise alimentaire et la suppression des nausées, et puis il faut surtout, et là on est en chirurgie orthopédique, une reprise de la mobilité, et donc cette aide-soignante qui aide à la marche, au apprentissage rapide de la marche, est tout à fait indispensable. Et puis, je vous ai mis cette slide pour simplement rappeler l'intérêt dans des patients fragiles et qu'a priori, on n'aurait pas pris d'emblée, c'est les Alzheimer, les troubles cognitifs et les plus de 80 ans.
Et donc, cette innovation médicale et organisationnelle permet d'offrir une prise en charge de qualité, de sécurité. Et ça, c'est très important. On est là aussi pour soigner en toute sécurité le patient. Il y a bien entendu un effondrement de la durée de séjour hospitalière, mais est-ce que c'est pas aussi redonner une mission très technique et spécifique de l'hôpital, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des chambres d'hôtel. Et donc, nous poursuivons cette expérimentation avec 2 niveaux, et c'est l'intérêt de ce questionnaire rétrospectif. Au niveau de la confidentialité, là, il faut, et on y travaille, et le délai d'attente entre le service et le bloc, de façon à ne pas avoir cette perception un petit peu d'abandon, puisque c'était ça qui est revenu dans les questions. Mais écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont sur YouTube, il y a plus d'une centaine de personnes. Ils peuvent poser des questions sur le chat et donc nous relayerons leurs questions. Merci pour cette communication. Est-ce que vous avez des questions, justement, ceux qui sont sur Zoom? Michel Merle. Monsieur Michel Merle. Bravo, parce que je vous remercie de faire la promotion de la chirurgie ambulatoire qui a eu beaucoup de mal à démarrer dans les CHU, car on se n'était tous, en tant que chef de service, propriétaires de ces lits. C'était un moyen de négocier les mètres carrés de moquette avec un directeur général, mais je trouve qu'enfin on y est arrivé. Alors, j'ai beaucoup pratiqué au Luxembourg et je vous rejoins pour ce qui concerne de la confidentialité. Nous avons autonomisé les box d'accueil car le Luxembourg est petit et les gens se connaissent bien entre eux et ils n'aiment pas divulguer leurs diagnostics ou leurs interventions chirurgicales. La deuxième chose, je voulais vous poser une question si vous faites de la chirurgie du pied, parce que nous l'avons observé au niveau de la chirurgie du membre supérieur. Nous avons beaucoup moins d'algodystrophie du membre supérieur avec l'ambulatoire. D'une part, nous avons d'excellents anesthésistes qui savent faire des blocs de manière très précise sous écho. Et je voulais savoir si vous aviez observé moins de complications, en particulier dans les syndromes algodystrophiques. Merci M. Bernard pour les 2 questions. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on s'achemine vers le box. Et c'est un petit peu de ma faute parce que j'avais poussé sur un côté, si vous voulez, je ne voulais pas dire festif, mais de salon assez gai, quoi, si vous voulez. Et donc la gaieté, c'était aussi le partage. Et donc il faut faire des box, vous avez totalement raison. Alors deuxième point, oui, c'est évident, on les remet en charge très rapidement. On a transformé une aide-soignante en aide à la marche. Et c'est sûr que l'appui précoce permet de lutter contre les décalcifications et donc au final contre la goneurodystrophie. Et donc c'est effectivement un point qu'il faudrait peut-être même que je refasse. Et c'est une prochaine communication à l'Académie, faire 2 séries, une série avec appui précoce du membre inférieur et une sans appui précoce et voir s'il y a un taux. Mais je dirais que instinctivement ou de façon tout à fait subjective, je pense qu'effectivement, il y a moins d'algoneurodystrophie. Une toute petite remarque sur le plan architectural. Nous avons à l'hôpital Kirchberg à Luxembourg totalement autonomisé sur le plan géographique l'unité ambulatoire, ce qui nous a permis en période Covid de continuer à opérer. Car nos collègues orthopédistes lourds qui faisaient de la prothèse totale de hanche ou de genou ont vu leurs malades confisqués par le Covid et ont été obligés d'arrêter leur activité chirurgicale. Alors que quand on est en ambulatoire autonomisé du bloc général, on n'a plus que persévérer et conduire parfaitement nos tableaux jusqu'au bout. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que moi j'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire que les 4 ailes sont l'une à côté de l'autre, et donc on a transformé l'aile pour le réveil des malades ambulatoires pour faire de l'accueil des Covid, et donc effectivement c'est l'ambulatoire pur qui a le premier disparu des programmes opératoires, ça c'est évident. François Richard, je voudrais aller dans le même sens que Alain Jardet sur ce point-là, parce qu'en effet, à l'assistance publique, au moment du premier confinement, quasiment toutes les structures d'ambulatoire spécifiques ont été transformées en Covid, parce qu'elles avaient l'avantage d'avoir du personnel anesthésique déjà sur place, etc. Et on a lutté lors du 2e épisode de confinement pour justement
garder les structures ambulatoires en ambulatoire pour permettre de continuer à faire les malades qui, de toute façon, n'iraient pas en réanimation, compte tenu notamment du stock de malades déprogrammés lors de la première, du premier pic. Et je crois que ce sujet-là est très important, et je sais qu'à l'ARS, personnellement, j'avais discuté pour dire, lors de ces épisodes de pandémie, il faut savoir garder l'ambulatoire à faire de la chirurgie et à ne pas le transformer en structure Covid. François, tu as tout à fait raison, sauf que dans l'esprit encore de nos administratifs, si on fait de l'ambulatoire, c'est moins grave. Absolument. Et donc, si c'est moins grave, on peut le déprogrammer. Et je crois que c'est plus tout à fait vrai, parce qu'en réalité, on fait maintenant des prothèses en ambulatoire, faut quand même le savoir. Et c'est des malades lourds, mais au niveau de ma directrice générale, ce qu'il faut déprogrammer en premier, c'est l'ambulatoire. Henri Coudin, voilà, oui, merci Albert Claude. Deux choses. Bravo d'abord Olivier pour cette excellente présentation qui tire l'exégèse très claire, très précise et très intelligente de ce type de technique de prise en charge des patients en ambulatoire. Il y a un point important qui était noté, je crois que c'était sur sa première ou deuxième diapositive, c'est les effets induits dans l'organisation à partir du moment où ce sont les anesthésistes qui gèrent cette affaire. Moi, il y a 20 ans, et Michel Merle s'en souvient, j'étais dans un service, j'étais chef de service d'un service où on accueillait 30% d'urgence et 70% de chirurgie programmée. Et on avait créé une unité de chirurgie ambulatoire et je l'avais donné. J'avais donné la responsabilité, je l'avais proposé à un médecin anesthésiste. Je peux donner son nom, c'était le docteur Michelec, il est maintenant comme moi retraité. Et ça a marché merveilleusement bien. Et les effets induits, comme tu l'as noté dans ta diapositive, et comme l'a souligné d'ailleurs Michel Merle, c'est que ça a transformé complètement les relations entre les chirurgiens et les anesthésistes. Donc, dans le cas de la dynamique, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et tu faisais allusion, mon cher Olivier, à la séance de l'Académie de chirurgie qui était réservée aux nouvelles techniques d'anesthésie en chirurgie orthopédique et qui était dirigée par Hervé Boazis, qui est professeur des universités d'anesthésie au CHU à Nancy. Et là aussi, on s'aperçoit que les attitudes changent des relations entre les chirurgiens et les anesthésistes. Donc je ne dis pas que c'est un monde merveilleux, parce qu'il ne faut rien exagérer, mais je crois que ce que tu as dit dans cette diapositive, c'est un effet induit qui est tout à fait extraordinaire. Alors, j'allais te poser la question, mais Michel Merle l'a aussi déjà posée. Alors personnellement, dans la prise en charge des arthroscopies qu'on fait en ambulatoire en matière de chirurgie du genou ou de chirurgie de l'épaule, pour l'instant, nous, on n'a jamais démontré que, alors on parle de syndrome alvéolo-dystrophique, le terme c'est SDRC de type 1, syndrome douloureux complexe régional de type 1, était diminué par rapport à la prise en charge, on va dire, traditionnelle. Ceci étant, j'ai pris peut-être pas assez de recul vis-à-vis des nouvelles publications, mais ce que tu proposais, c'est-à-dire faire une étude, il faudrait bien sûr avoir l'autorisation d'un CCP, avec une cohorte en ambulatoire et une cohorte hors de l'ambulatoire, avec appui ou sans appui, enfin ça fait des branches un peu compliquées, mais mériterait d'être réalisé. Alors j'ai une question, tu as parlé des rapports avec l'administration. Attention à ce que je vais dire, je ne vais pas vilipender bien sûr l'administration de nos hôpitaux, et loin de moi cette idée. Mais j'allais dire que les rétentions à ce type de création sont venues plutôt des, entre guillemets, administratifs que des chirurgiens et du landerneau, chirurgien anesthésiste habituel. Est-ce que tu as eu le même sentiment? Parce que pour transformer comment dirais-je, les archéocerveaux des chirurgiens des anesthésistes, c'est parfois facile, mais des administratifs, ça paraît encore être un peu complexe. Encore une fois, ce n'est pas une critique vis-à-vis des administratifs que j'aime bien par ailleurs. Mon cher Olivier, merci. Oui, effectivement, mais d'abord, toute modification est difficile à faire accepter. Oui, et c'est pour ça que quand je répondais au professeur Merle sur le problème du salon, il a fallu faire accepter qu'il y a un salon, et après il y a eu le problème des brancardiers.
que les brancardiers n'étaient plus là pour pousser des brancards. Et donc, c'était, je ne veux pas dire qu'on a eu certains, peut-être, des syndicats de brancardiers sur le dos, mais c'est un peu ça aussi, si vous voulez. Et donc, c'est un peu des évolutions sur un hôpital qui avait une habitude. C'était plus une habitude qu'autre chose. Et changer d'habitude, on le sait, est parfois compliqué, difficile. Et donc, j'ai bien beaucoup insisté sur le fait que c'était l'équipe, et je vous ai parlé que c'était l'équipe, y compris administrative, parce que il faut faire l'enregistrement des patients à 7 heures du matin. Pour avoir la secrétaire ou l'agent administratif à 7 heures, donc il y a effectivement des choses à vaincre, mais on y arrive, la preuve, et après ils sont même assez fiers, ils vont même jusqu'à dire que c'est grâce à eux. Merci Olivier, c'était tout à fait remarquable. Merci. Je voudrais poser une question à Albert Claude merci. Quelle est l'organisation dans le parcours de soins de ce patient en ambulatoire, en particulier pour la sécurisation du contact post-op avec l'équipe soignante, la prise en charge de la douleur, par exemple la nuit, ils sortent de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une hotline qui fonctionne absolument sécurisée pour être sûr qu'il y aura quelqu'un au bout du fil qui va répondre et qui va éviter un certain nombre peut-être d'angoisses ou de souffrances inutiles, même si certes c'est plus léger, mais il y a quand même peut-être des dimensions comme ça qu'il est nécessaire de prendre en charge pour le patient. Alors la sortie, effectivement, c'est une bonne question, la sortie est primordiale. D'abord, elle doit être organisée et le traitement antalgique doit être prescrit et acheté antérieurement. Il y a un problème de distance aussi. C'est-à-dire que quand le patient est vraiment trop loin, on ne le prend pas. Il y a un problème d'accompagnement, c'est-à-dire qu'une personne seule, on ne le fera pas non plus. Et puis, il y a effectivement une hotline qui le permet et un appel téléphonique le lendemain matin pour savoir comment s'est passée la première nuit. Et après, comme je vous l'ai montré, des envois de SMS pour pouvoir répondre. Le patient ne doit pas avoir l'impression d'être abandonné à lui tout seul. Et donc, il doit se sentir sécurisé, quoi. C'est tout simplement ça. Et c'est d'où l'importance du contact avant l'intervention et du dialogue avec l'infirmière, l'anesthésiste et du chirurgien qui explique vraiment qu'est-ce qui se passe, ce qui va se passer. Et c'est pour cette raison qu'on peut opérer des gens sous cette forme et avec des résultats qui sont pratiquement meilleurs, comme les maladies d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas spontanément qu'on prendrait des maladies d'Alzheimer dans ce type de protocole. Et en réalité, ça marche très bien. Donc, merci pour cette question. Merci de la réponse.